Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui parler de l'évolution du search, de la recherche d'informations sur Internet. Je ne sais pas si vous avez essayé SearchGPT, qui est la nouvelle version de ChatGPT avec une connexion sur le web et donc qui va récupérer de l'information sur Internet pour délivrer des synthèses de réponses qui sont absolument impressionnantes. Je vous conseille véritablement d'aller tester dès maintenant. C'est vraiment incroyable. Le futur est devant nous. Donc ça va avoir un impact sur la manière dont on recherche de l'information. C'est ce qu'on appelle des moteurs de réponse plutôt que des moteurs de recherche. On va désormais poser nos questions et au lieu d'avoir une liste de réponses, 10 réponses, ou maintenant depuis quelques années sur Google, c'était des pages qui scrollaient avec des résultats, on va avoir l'ensemble de notre information qui va être compilée dans une réponse satisfaisante, du moins pertinente. Pour ma part, aujourd'hui, je fais au moins 30% de mes requêtes sur ChatGPT, même quand j'ai des idées qui me viennent. Il y a quelques mois, j'avais un problème avec ma machine à laver, c'est aussi basique que ça. Je ne savais pas, il y a une pièce qui était en train d'être bloquée dans ma machine et qui faisait fumer ma machine. Et à un moment, elle s'est détachée, cette pièce. J'ai pris en photo, je l'ai mise sur Google, j'ai recherché est-ce que cette pièce est importante, quelle est cette pièce, j'ai affiné et à la fin je n'ai pas trouvé ma réponse. Donc par dépit, j'ai pris la même photo, je l'ai mise sur ChatGPT et j'ai dit ChatGPT, est-ce que cette pièce est utile à ma machine ou est-ce que si je continue à faire des lessives, je vais défoncer ma machine. Et puis il m'a répondu, bah non, en fait, cette pièce, elle sert simplement à remuer le linge. Il y avait plein de petites alarmes dans la réponse. C'est genre, attention, faites gaffe quand même. Mais en gros, il me disait que c'était une pièce qui ne servait à rien à part à remuer le linge et à créer plus de mouvements pour que ce soit plus propre. Et bon, ma machine à laver, elle fonctionne parfaitement depuis 6 mois. Donc, on a des nouveaux usages qui se développent, de nouvelles façons de rechercher. Alors évidemment, Google n'est pas immobile hein, face à ça. Ils ont créé récemment les AI Overviews, qui sont finalement des synthèses de résultats, donc qui vont être intégrés aux résultats de recherche de Google, comme historiquement vous aviez parfois des cartes, parfois des résumés Wikipédia, parfois des images. Ça va être une autre façon de répondre. Il va y avoir ces résumés d'IA qui sont issus de Gemini, l'IA de Google. Donc effectivement, Google va prendre le pli de tout ça, va essayer de rattraper son retard, du moins de rester dans la course. Pourquoi? Parce que Google, tout son modèle, c'est le search, hein, c'est le moteur de recherche. Tous les services que Google a créés autour, que ce soit Google Maps, que ce soit des objets de domotique dans votre maison, que ce soit le système Android pour votre voiture, en fait tout ça c'est juste pour collecter de la donnée sur vous, hein, comme Facebook, voir ce que vous consommez comme vidéo avec YouTube, voir où vous allez, dans quels endroits, vous allez choper, dans le sens de shopping, hein, dans quels endroits vous allez vous déplacer, quels sont vos endroits favoris, où est-ce que vous habitez aussi. Ça c'est Google Maps qui est intégré directement dans votre poche. Chrome qui permet de voir ce que vous visitez comme site. Donc la somme de ces connaissances, ça permet de de faire des profils autour de vous et de vendre de la publicité beaucoup plus ciblée. Donc Google, si le search, si la recherche s'écroule, tout le reste s'écroule, hein. Le reste, ce sont que des briques supplémentaires qui ajoutent de la valeur, mais qui ne sont pas l'élément de base, la clé de voûte. Donc effectivement, Google lance ses AI Overviews. Ils auraient pu le faire il y a de nombreuses années. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est leader d'un marché comme l'a été et comme l'est encore hein, Google, il n'y a pas de raison de transformer radicalement son outil de base. Donc, ils y sont allés par petites touches, des petits tests, des petites améliorations, mais ils n'ont jamais radicalement révolutionné leur moteur de recherche parce que tout simplement, ça aurait été se mettre dans une position inconfortable et ouvrir la porte à des concurrents. Aujourd'hui, ils n'ont plus le choix.
Parce que ChatGPT, OpenAI, eux, ils y vont comme des gros bourrins. Ils y vont à vitesse maximale parce qu'ils ont aussi moins à perdre. Pour Google, mettre en place de l'IA, c'était prendre le risque aussi qu'il y ait des résultats qui soient pas bons. Des résultats fake, des résultats racistes, imprécis, violents, hors la loi, illégaux, qu'il y ait des choses qui soient poussées et que pour une entreprise du calibre de Google, eh bien, ça ne passe pas. Microsoft en 2016 avait sorti une IA sur Twitter et comme il se nourrissait, cette IA se nourrissait du web et qu'à l'époque c'était pas aussi élaboré que maintenant, eh bien il a ressorti des abominations sur Twitter. Au bout de quelques semaines, même quelques jours, ils ont retiré cette IA de Twitter parce que ça faisait du mal à la marque Microsoft. Eh bien c'était le même risque qui était encouru par Google. C'est pour ça qu'ils ont ralenti, en tout cas qu'ils y sont pas allés à fond. L'autre chose, c'est qu'il y avait aussi un risque potentiel que les résultats de moteurs de réponse, hein, que l'IA donne des réponses immédiates. Or, Google tire son revenu du nombre de fois que vous voyez leur pub. Pour Google, c'est important que les résultats soient ultra pertinents, hein, on va pas se mentir. Sinon, on va passer sur d'autres moteurs. Mais ils sont aussi contents qu'on fasse 2 ou 3 recherches pour la même requête, pour affiner, parce que ça permet de montrer plus de pubs. Si demain, vous avez une requête qui permet d'avoir une vision globale de la question, il n'y a plus de raison de retaper des mots-clés dans Google. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, Google n'a pas forcément pris le pli de l'IA et aujourd'hui essaye de rester dans la course, essaye de mettre les bouchées doubles. Alors, il y a effectivement eu des annonces de son CEO récemment qui disaient que les AI Overviews étaient en fait un succès et qu'il n'y avait pas de baisse de revenus publicitaires. Donc, je ne sais pas si c'est du PR, si c'est des relations presse pour dire que tout va bien, tout est sous contrôle, ou si c'est vrai et qu'effectivement l'IA n'a pas du tout impacté les résultats sur leurs tests. Là, c'est en train d'être déployé aux États-Unis sur mobile, j'ai cru comprendre. Alors effectivement, hein, c'est pas la première fois que Google enrichit ses résultats, donc pourquoi pas, au lieu d'un bloc Wikipédia, mettre un bloc IA. Mais ce qui était intéressant, c'était la phrase d'Eric Schmidt, qui est l'ancien CEO de Google. Et plus récemment, j'ai lu qu'il y avait la même remarque faite par Sundar Pichai, qui est aujourd'hui le CEO de Google. Eh bien, la plus grande menace de Google, c'était pas les Apple, c'était pas les Facebook, c'était pas les Microsoft, etc. C'est plutôt parce que voilà, ils sont tous avec une lunette de sniper, ils se guettent en fait, ils regardent les projets des uns des autres. Leur plus gros problème, selon Eric Schmidt et Sundar Pichai, c'était quelqu'un dans un garage qui arriverait avec une idée révolutionnaire et qui finalement aborderait le marché de manière tellement différente que Google se ferait déglinguer. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver avec ChatGPT. Alors, on n'y est pas encore hein, en termes de volume de recherche. Je lisais ce matin que si on considère qu'un prompt, donc une requête dans ChatGPT, c'est l'équivalent d'une recherche, une requête, et aujourd'hui, ChatGPT, c'est 4,7% du marché. Je ne peux même pas vous dire si c'est aux États-Unis, si c'est dans le monde, sans doute aux États-Unis. En tout cas, on n'est pas sur des très 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 gros volumes. Mais 4,7, ça commence à être pas mal quand même. Et puis il y en a d'autres. Il y a Bing qui a lui-même intégré ChatGPT dans ses résultats. Donc petit à petit, ce sont des parts de marché qui sont mangées, qui sont grignotées. Si jamais les gens, parce qu'aujourd'hui, qui utilise ChatGPT, c'est un peu les pros de la communication, du marketing, c'est peut-être vous, hein, mais c'est pas tout le monde. Beaucoup n'ont jamais testé. Beaucoup ont testé 2 ou 3 fois, ont été bluffés, mais ne l'ont pas encore intégré dans leurs usages. Mais ça arrive. Petit à petit, n'importe qui va commencer à s'accaparer ces outils, ce qui est normal. Donc on est peut-être à la fin du règne de Google. Je ne sais pas, on en est encore très très loin, mais ça peut aller aussi vite. C'est Kodak, je crois, Kodak ou Canon, je ne veux pas dire de bêtises, qui avait ralenti sur le numérique parce qu'ils vendaient des pellicules. Ben oui, pourquoi changer un modèle qui marche?
vous vendez des pellicules pour des milliards chaque année, pourquoi passer au digital, au numérique, les appareils numériques? Bah, sauf qu'il y en a qui l'ont fait derrière. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont des entreprises qui ont quasiment disparu, qui se sont fait racheter, qui se sont fait manger. Deuxième exemple, Carl Benz, quand il avait inventé le moteur diesel, ça avait l'air sans doute d'une mini-innovation. Je suis même pas sûr que ça ait fait les premières pages des journaux à l'époque. Mais derrière, ça a ouvert la voie à un marché de milliers de milliards d'euros. Donc on est peut-être face à quelque chose de nouveau. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir l'impact sur le SEO, sur la communication d'entreprise finalement, parce que le SEO, ça reste un levier hyper important. Et bien, si demain on utilise SearchGPT, le moteur de réponse de ChatGPT, eh bien, comment va se transformer le SEO? Est-ce que déjà, on va toujours obtenir des clics? C'est-à-dire que quand il y a un résultat de recherche que vous êtes cité en source, eh bien, est-ce que ça va vous permettre d'avoir des clics sur votre site? Est-ce que le trafic va baisser? En tout cas, de la part des moteurs. Aujourd'hui, Google reverse pas mal de ses clics vers des sites, hein, forcément. On est récompensé par nos contenus avec des clics. Même si avant il y avait une ou deux publicités dans le haut des résultats de recherche, maintenant il y en a trois ou quatre parfois. Donc effectivement, les résultats organiques, les résultats gratuits, ils baissent dans les classements et ils récoltent moins de part du gâteau, une moins grosse part du gâteau en tout cas. Si vous testez SearchGPT, vous verrez que effectivement, ChatGPT cite les sources en colonne de droite. Donc il y a un enjeu d'apparaître dans cette colonne de droite. Il y a un enjeu à être digéré par les IA si on veut apparaître dans cette colonne de droite. Mais est-ce qu'il va y avoir un impact toujours positif en termes de retombées business, j'ai envie de dire? Si on fait des contenus optimisés pour l'IA, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup tout simplement? Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps humain pour nourrir l'IA qui va peut-être être dans une sorte de boucle à elle seule, c'est-à-dire qu'elle ne redonne pas ce qu'elle vole, elle ne redonne pas de clics, elle ne redonne pas de visibilité. Alors j'ai pas les réponses aujourd'hui, je pose juste les questions parce que c'est quelque chose qui va, je pense, bouleverser un énorme levier marketing que beaucoup d'entre vous utilisent. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le SEO n'est pas mort, hein. Le SEO n'est pas mort. Le référencement n'est absolument pas mort. Ça fait 20 ans que je travaille dans le marketing. Tous les ans, j'entends que le SEO est mort. Non, il n'est pas mort. Moi, je suis sur plusieurs sites, je fais du SEO. Sur mon site de robe de mariée qui s'appelle fifidel.fr, on ne fait qu'augmenter notre part de trafic grâce au SEO. Donc on est autour de 28 ou 30 000 visiteurs par mois sur des mots-clés ultra qualifiés. On est deuxième, je crois, sur robe mariée depuis quelques semaines. Donc ça marche toujours. Mais il faut préparer l'après et savoir est-ce que derrière, eh bien dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce qu'il y aura toujours une place pour les créateurs de contenu qui vont être digérés par ces IA. Donc j'ai pas forcément la réponse. Par contre, ce que je comprends, c'est que on peut l'anticiper un minimum. Alors je dis pas qu'on va pas se faire avoir à la fin, parce que je mettais dans un article récemment, voilà, quitte à couler avec le navire, autant jouer du violon. Mais par contre, si il y a des grands gagnants, si SearchGPT devient un outil qui prend une part conséquente, voire la part de marché du marché du search, est-ce que si vous prenez le pli maintenant d'apparaître dans ces résultats en tant que source, est-ce qu'il n'y a pas une énorme part de gâteau pour vous? Bien sûr que dans 10 ans, ça se trouve, on sera tous terminés, hein, on sera tous cuits. Mais peut-être que ceux qui arrivent maintenant là et qui vont s'adapter à SearchGPT, eux, vont récolter beaucoup. Je vous donne un exemple tout bête, hein. Tous les gens que je connais qui ont pris le pli de TikTok il y a environ 5 ans,
Tous les gens qui sont sur TikTok et qui s'y sont mis il y a 5 ans, tous, ils ont dépassé aujourd'hui les 50 ou les 100 000 abonnés. Toutes les personnes que je connais qui se sont mis sur Instagram il y a 10 ou 12 ans, ils ont tous 100 000 abonnés minimum. Toutes les personnes qui se sont mis sur Twitter à l'époque, moi je me suis mis en 2009 sur Twitter, j'ai 32 000 ou 30, j'ai eu à un moment 37 000 abonnés. Toutes les personnes qui ont fait du SEO à la grande époque, ils ont tous dépassé les 100 000 visiteurs. J'en ai plein des exemples comme ça. Sur Facebook, il y a 15 ans, j'avais une page à 500 000 abonnés. Pourquoi? Mais parce qu'on était les premiers à mettre des tactiques vraiment meilleures que la concurrence pour aller gratter de la croissance. Donc ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, sur SearchGPT, il y a vraiment des places à prendre. C'est ce que l'on appelle l'Ask Engine Optimization, l'AEO, donc l'optimisation pour les moteurs de réponse. On en est au balbutiement, on ne connaît pas encore toutes les clés pour en tirer parti. Peut-être que ça va être des miettes, c'est le risque à prendre, mais ceux qui vont en tirer parti, et s'il y a un gros gâteau à prendre, eh bien, ils vont en tirer un bénéfice énorme. Ceux qui cartonnent en marketing, ce sont ceux qui vont ouvrir de nouvelles voies, qui vont aller justement trouver ces petites bonnes pratiques qui vont vous permettre d'être devant les autres. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de roadmap déjà écrite, il n'y a pas de tutoriel en ligne. Moi, j'ai rédigé un tutoriel hier sur l'Ask Engine Optimization. Je pense que j'étais le premier en France à le faire. Donc, j'ai été piocher des choses par-ci, par-là, des choses qui viennent de mon expérience. Je teste des choses et je vais trouver des solutions pour gratter des positions. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Simplement terminer sur le fait que être un découvreur, être dans une sorte de R&D, de recherche, c'est ça aussi qui fait que vous allez tirer plus parti des outils marketing enfin des leviers marketing qui s'offrent à vous, mais aussi qu'il est temps de se mettre à l'Ask Engine Optimization. Vous pouvez lire sur mon blog, j'en parle un petit peu plus en profondeur. Il y a quelques bonnes pratiques que j'expose et je pense que d'ici peu, je vais en faire une leçon qui sera accessible dans mon programme payant. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu et laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez pensé vous mettre sur ce type de levier ou si c'est vraiment vous découvrez à l'instant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!